Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernière Nouvelle des Étoiles. On a bien souvent discuté du problème de la matière noire sur la chaîne, cette masse manquante de l'univers. Lorsqu'on observe les grandes structures du cosmos, on remarque qu'elles se comportent différemment de ce qu'on attendrait d'elles. C'est comme si elles étaient beaucoup plus massives qu'elles nous apparaissent. Pour réconcilier ces observations avec la relativité générale, les astrophysiciens ont donc fait le pari audacieux qu'il existe une matière invisible qui constitue 85% de la masse de l'univers, la matière noire. Seulement, des décennies après ce pari, on est toujours incapable de dire ce qu'est la matière noire. On observe son influence partout dans le cosmos, mais on a été incapable de la relier à une particule ou à un type d'objet physique. Pour continuer à avancer dans cette quête, il y a deux stratégies. La première consiste à produire des observations de l'univers toujours plus précises et détaillées. C'est le travail des grands observatoires et des astrophysiciens. L'autre méthode se passe sur Terre. Elle consiste à chercher dans l'infiniment petit cette masse manquante. C'est un travail pour les physiciens des particules. En 2012, ces derniers ont marqué une immense victoire en observant pour la première fois le boson de Higgs, la particule qui donne une masse à toutes les autres. Cette découverte a été permise grâce au LHC, le plus grand accélérateur de particules du monde. Le LHC ne pourra probablement pas découvrir d'autres nouvelles particules. Pour explorer la frontière du modèle standard des particules, il faut mener des collisions à plus haute énergie. Ce sont ces collisions qui pourront éventuellement nous révéler ce qu'est la matière noire, pourquoi il y a une telle asymétrie entre la matière et l'antimatière, ou s'il existe une particule médiatrice de l'interaction gravitationnelle, le graviton. Le CERN, l'entité qui gère le LHC, pense qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure. L'organisme vient donc de proposer un plan pour un nouvel accélérateur de particules géant, bien plus grand et puissant que ce qu'on connaît aujourd'hui. Les chiffres sont démesurés. Le nouvel accélérateur exploiterait une boucle de 91 km à comparer aux 27 km du LHC. Il permettrait ainsi de mener des collisions 7 fois plus énergétiques. Couplé à des détecteurs adéquats, il permettrait donc d'explorer une physique à très haute énergie et de révéler ainsi certains des mystères de l'univers. Bien évidemment, il s'agit d'un méga projet dont le coût fait déjà tousser certains. Le CERN évalue la facture à 20 milliards d'euros environ. Et on sait que ce genre de projet a tendance à déraper. C'est un pari énorme car il y a après tout une chance de ne rien trouver. Enfin, ne rien trouver, c'est déjà quelque chose, puisque cela permet de discréditer certaines hypothèses. Il faut maintenant être capable de convaincre les Européens que la pure connaissance scientifique en vaut la peine. Bon, personnellement, on n'a pas trop besoin d'être convaincu. Existe-t-il une quête plus noble que celle qui consiste à comprendre la fabrique du réel, à identifier les règles les plus intimes qui en font le jeu? C'est un peu une manière de répondre à la question « Qu'est-ce qu'on fait ici-bas ?» Bref, si vous êtes plus pragmatique, on peut aussi en attendre des retombées technologiques importantes, notamment du côté des matériaux et de la supraconductivité. Nous faut-il un nouveau méga LHC au prix de quelques dizaines de milliards d'euros? Il serait intéressant de poser directement la question aux Européens et donc qu'on vous la pose. Rendez-vous dans l'espace commentaire pour lire vos opinions. La partie observation de l'espace du problème passera probablement par de nouveaux observatoires spatiaux. Et pour lancer des observatoires spatiaux, il faut des fusées. Sur ce plan aussi, l'Europe est en pleine transformation. Sous l'impulsion du New Space, en particulier de SpaceX, l'industrie européenne de l'accès à l'espace cherche à se réinventer. On a vu à Séville en novembre dernier que cela va commencer par des micro et des mini-lanceurs. Une compétition a été lancée à l'industrie pour produire des solutions innovantes, à faible coût et capables de décoller à une cadence élevée. L'ESA, l'Agence spatiale européenne, regarde maintenant du côté de la réutilisation. Elle vient de lancer un programme dénommé BEST visant à mettre au point des boosters réutilisables. Cet appel à projet concerne uniquement la propulsion liquide. L'ESA appelle les participants à prendre des risques dans leur développement et à chercher également des fonds privés.
Certains observateurs pensent que ce pourrait être la porte ouverte vers une évolution d'Ariane 6. Le lanceur géant européen pourrait ainsi se voir doté d'un premier étage réutilisable ou de boosters liquides réutilisables. On se souvient qu'Ariane Group avait présenté un concept exploitant une version à l'hydrogène de Prometheus pour le premier étage d'Ariane 6 et des boosters liquides utilisant Prometheus au méthane. L'appel à projet BEST serait un excellent cadre pour développer un peu plus loin cette idée. Toujours chez Ariane Group ou affilié, on a aussi le lanceur de Maya Space qui travaille sur un premier étage réutilisable. Cet appel à projet permettra éventuellement à d'autres acteurs de se révéler. Une initiative assez semblable est en train de prendre forme pour cadrer le New Space chinois. Le secteur spatial privé chinois s'est énormément développé ces dernières années, mais sans recevoir de soutien fort de la part de la CNSA, l'agence spatiale du pays. A l'inverse des États-Unis, celle-ci conserve ses programmes les plus importants sous l'égide de ses grandes entreprises d'État. Le New Space n'a que des miettes, et elles ne sont pas nombreuses. Il semble cependant que cela va changer. Le 3 février, Pékin a présenté un plan d'action pour soutenir le développement des activités spatiales commerciales. Cela va passer par la création d'une rue des fusées à Pékin, une petite zone géographique qui doit concentrer une grande partie des acteurs. Il faut imaginer une sorte de Silicon Valley dédié à l'espace. Cette zone comprendra notamment un centre d'innovation dédié à la réutilisation qui permettra d'assister les différents acteurs du pays dans leur recherche et développement et leurs essais. Sa construction commencera dans 2 mois et devrait être terminée en 2025. Avec une telle initiative, Pékin espère aider au développement d'au moins 100 entreprises du spatial. Parmi celles-ci, elle vise l'émergence de 5 licornes, des entreprises dont la capitalisation dépasse les 1 milliard de dollars. Paradoxalement, la rue des fusées de Pékin sera en compétition avec d'autres initiatives similaires ailleurs dans le pays. La province de Shandong, située juste au sud, a communiqué un plan similaire avec l'ambition d'attirer 300 entreprises dédiées à l'espace. Le New Space chinois, qui était déjà très actif sans grand soutien institutionnel, pourrait donc passer à la vitesse supérieure. On a déjà été très impressionné par des acteurs comme Landspace, et on ne serait pas étonné d'en découvrir d'autres dans les mois et les années qui viennent. Pour l'Europe, cela signifie qu'il ne faudra pas se soucier que de SpaceX, et qu'une concurrence encore plus féroce se prépare à l'Est. La Chine n'oublie évidemment pas son objectif spatial principal pour les prochaines années, qui est la Lune. Le programme d'exploration Chang'e débouchera sur des vols habités, si possible avant la fin de la décennie. Avant d'en arriver là, il y a encore quelques missions à mener. Chang'e 6, qui doit décoller cette année, en est un ambitieux exemple. Cette mission de retour d'échantillons sera la première à ramener de la matière depuis la face cachée de notre satellite. Pour y parvenir, elle va avoir besoin d'un satellite de télécommunication pour faire le relais jusqu'à la Terre. Dénommé Cheqiao 2, il devrait décoller dans quelques semaines. On a appris la semaine dernière que le lancement de ce satellite sera accompagné de 2 autres éléments. La Chine profitera en effet du tir pour lancer les satellites Tiandu 1 et 2. Il s'agit des 2 premiers éléments d'une constellation lunaire dédiée aux télécommunications et à la navigation. Grâce à eux, Pékin disposera d'un début d'infrastructure pour supporter la suite de son programme lunaire. On imagine que la constellation sera ensuite complétée par quelques autres satellites, ce qui permettra de mener des alunissages de précision et des communications à haut débit. Des projets similaires sont en cours de conception aux États-Unis et en Europe. D'ici à 2030, on devrait donc avoir le GPS et le haut débit sur la Lune. Ces éléments se montreront cruciaux lorsqu'il s'agira d'établir des bases à la surface de notre satellite et d'exploiter ses ressources. Pékin montre encore une fois son avance sur les sujets lunaires en commençant à déployer des solutions, là où les Occidentaux sont encore au stade des idées. Dans cette course à la Lune, il y a des actualités presque toutes les semaines. Demain, ce sera au tour des États-Unis de montrer ce qu'ils savent faire. C'est en effet dans quelques heures que doit décoller une Falcon 9 emportant sous sa coiffe la lunisseur Nova C d'Intuitive Machines. Le décollage aura lieu un peu avant 7h du matin. Il y aura des lives de couverture de la part de SpaceX, Intuitive Machines et de la NASA. Après l'échec de Peregrine, une réussite ferait du bien. On espère donc avoir de bonnes nouvelles rapidement après le décollage.
L'alunissage devrait pour sa part avoir lieu le 22 février. On pourra donc faire un bilan de la mission très rapidement. Les États-Unis sont également en train de montrer des progrès du côté de leur combinaison spatiale. Pour retourner jusqu'à la surface de la Lune, c'est en effet un des éléments clés qu'il faut encore développer. On a vu ces derniers jours des images d'essais provenant à la fois d'Axiom et de Collins Aerospace, les deux acteurs qui développent de nouvelles combinaisons pour le compte de la NASA. Ces images nous permettent de deviner à quoi ressembleront les silhouettes qui fouleront le sol lunaire d'ici quelques années. Je ne sais pas quel design a votre préférence, n'hésitez d'ailleurs pas à nous le dire en commentaire. Voilà qui boucle cet épisode de DNDE. On est content de voir que vous avez apprécié le nouveau format qu'on a sorti dimanche, et on a déjà plein d'idées pour aller voir d'autres acteurs passionnants. Comme d'habitude, on attend vos remarques et vos questions dans les commentaires. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous jeudi pour explorer la suite du programme NIS et de la NASA, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.